Et tout de suite, Bruno Charéron. Bonjour à vous. Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Dans le sujet qu'on vient de regarder ensemble, le gouverneur de Kherson expliquait que le niveau des eaux pouvait monter de manière très critique en quelques heures. Ce seuil critique a-t-il été atteint au moment où l'on se parle? Alors, à la CRIRAD, on est plus préoccupé sur la question de l'impact pour la centrale de Zaporizhia. C'est clair qu'il y a évidemment un impact par rapport à l'inondation de population en aval du barrage. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, ce sont les conséquences pour la centrale de Zaporizhia. La centrale nucléaire, elle est située à 140-150 km plus au nord du barrage, mais elle a besoin d'être refroidie en permanence, même si les réacteurs sont à l'arrêt. Le dernier a été arrêté en septembre. Les combustibles hautement radioactifs qui sont dans les cœurs des 6 réacteurs de cette centrale et aussi dans les piscines de désactivation de chacun de ces réacteurs, ces matières hautement radioactives ont besoin d'être refroidies en permanence. Est-ce qu'un Et pour réservoir ne peut refroidir, pas prendre le relais? Est-ce qu'un réservoir avec une certaine contenance en eau ne peut pas prendre le relais pour justement refroidir ces réacteurs? oui, alors effectivement, l'eau de refroidissement est pompée dans l'immense réservoir de Karovka et ensuite elle est acheminée vers des bassins de rétention. Actuellement, ces bassins de rétention à la centrale nucléaire ont assez d'eau. Mais si la fuite, la brèche dans le barrage de Karovka conduit petit à petit à faire baisser dramatiquement le niveau d'eau en amont, il va y avoir un moment où il ne sera plus possible d'alimenter directement en eau ces barrages, ces bassins de rétention. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'exploitant de la centrale nucléaire trouvera des solutions opérationnelles pour faire un complément d'eau? Sinon, il y a vraiment risque d'échauffement du combustible irradié dans certains de ces Et réacteurs. quand vous dites l'exploitant de la centrale Bruno Charéron, vous faites allusion à qui? On sait que cette zone est sous contrôle, sous occupation russe. Qui peut intervenir pour tenter de réparer le site? Alors, c'est bien tout ce qui fait que cette situation de la centrale de Zaporizhia est particulièrement préoccupante, c'est que le contrôle de la centrale nucléaire est aujourd'hui assumé par les Russes et en même temps, l'exploitant ukrainien Energoatom continue à en être en partie responsable. La situation est donc particulièrement compliquée. Il faut savoir, vous le savez, que les personnels de cette centrale vivent sous pression depuis que la centrale a été envahie. Ça fait maintenant plus d'1 an. Il y a la moitié au moins du personnel qui a quitté cette zone. Donc il y a un souci sur la compétence opérationnelle des personnels de la centrale, la gouvernance dans cette centrale, puisque c'est devenu très compliqué. Et pour faire face évidemment à des situations critiques comme celle-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporizhia est de plus en plus mise à mal depuis le début du conflit, perte d'alimentation électrique régulière, problème sur le personnel, et maintenant se rajoute un nouveau problème à gérer, c'est la diminution du niveau d'eau dans l'immense réservoir de Kakhovka. Ça veut Ça dire fait qu'une course beaucoup. contre la montre est engagée, au plus vite on intervient, au mieux on gère la situation? Alors là, on n'est pas dans la course contre la montre au sens chaque heure qui compte, mais on est dans un problème qu'il faut résoudre dans les jours qui viennent. Il faut absolument s'assurer que il existera en permanence un plan B pour amener de l'eau dans les systèmes, dans les bassins de rétention de cette centrale nucléaire de Zaporizhia. La situation, elle n'est pas critique immédiatement, mais tous ces événements fragilisent chaque jour pratiquement la sûreté nucléaire de cette centrale. Et c'est ça qui est particulièrement préoccupant. Et très rapidement, si vous le voulez bien, Bruno Charéron, est-ce qu'il y a un risque de contamination des sols? Est-ce qu'il y a un risque pour les populations civiles alentour? Vous voulez dire dans l'hypothèse où il y aurait un accident nucléaire à la centrale de Zaporizhia? Absolument. Oui, bien sûr, parce que même si les 6 réacteurs sont à l'arrêt, il y a une quantité de matière radioactive très importante dans l'intérieur de la centrale et en cas de perte des capacités de refroidissement, il pourrait évidemment y avoir des rejets radioactifs tout à fait importants. Alors on n'en est pas là, mais encore une fois, les marges de sûreté diminuent au fur et à mesure que ce conflit perdure. Merci beaucoup, Bruno Charéron. Je rappelle que Merci à vous êtes vous. ingénieur en physique nucléaire. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Plusieurs capitales étrangères ont réagi et condamné cette attaque, un crime de guerre selon Londres, même déclaration à Berlin. Le chef de l'OTAN dénonce, lui, la brutalité de cette guerre menée par la Russie. Et puis sachez que le président Zelensky a convoqué une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité. Il appelle également à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse à son tour. On retrouve tout de suite Gulliver Krag en direct de Kiev. Bonjour à vous Gulliver. Comment est-ce qu'on a réagi dans la capitale ukrainienne après l'attaque de ce barrage? Alors, je pense avec une bonne dose de choc et une dose aussi de colère, mais c'est quelque chose qui avait été évoqué en octobre dernier. Les Ukrainiens accusaient les Russes de vouloir faire exploser ce barrage. Les Russes, à leur tour, avaient accusé les Ukrainiens de faire la même chose. C'est la tradition. Mais en octobre, quand les discussions ont eu lieu, la conclusion avait été que cela serait vraiment un acte de folie de la part des Russes que de faire cela. Ça empêcherait l'acheminement de l'eau fraîche vers la Crimée par le canal. Ça mettrait à risque la centrale de Zaporizhzhia, ça provoquerait des inondations sur des territoires occupés par les Russes. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est plus les territoires occupés par les Russes sur la rive sud-est du fleuve qui sont plus à risque d'inondation. Mais pour les Ukrainiens, les risques seraient encore plus impensables en termes de la destruction de cette centrale hydroélectrique extrêmement importante, l'inondation de territoires aussi contrôlés par l'Ukraine. Tout le monde pensait que personne n'allait oser faire ça. Et pourtant, la Russie semble l'avoir fait. Et cela a provoqué, en plus du choc et de la colère, une certaine peur, je pense, à travers l'Ukraine sur jusqu'où est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller dans ces actes de destruction qui peuvent paraître irrationnels même de leur point de vue. Alors les Ukrainiens accusent les Russes accusent à leur tour les Ukrainiens d'être à l'origine de cette attaque. Oui, mis à part les considérations circonstancielles, à qui profite le crime, etc., je pense qu'il faut d'abord regarder la situation sur le terrain très concrètement. Comment est-ce qu'on peut exploser un barrage de cette envergure? Les Russes accusent les Ukrainiens de l'avoir fait par une frappe d'un missile de longue distance. Ce serait sinon impossible, extrêmement difficile. Ce barrage avait déjà été touché par des frappes, par des roquettes, et les dommages n'étaient pas du tout à l'échelle de faire couler l'eau et de faire sauter une grande partie du barrage. En plus, donc, les Ukrainiens disent que cela a été fait par des explosifs qui ont été mis sur place. Et je vous rappelle, c'est les Russes qui contrôlent ce territoire. Les Ukrainiens ne sont pas là. Donc, pour planter des explosifs sur place, ou bien il aurait fallu le faire avant le 24 février 2022, et je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens auraient fait ça, ou bien forcément c'est les Russes qui ont pu les planter. Et en plus de cela, dans les premiers messages qui sortaient sur différentes chaînes Telegram, ces pseudo-médias russes qu'on suit tous maintenant à Kiev très attentivement, les premiers messages parlaient d'explosions provoquées par d'explosifs sur place. Juste, ils pensaient à ce moment-là que c'était une explosion de moindre envergure et que les dégâts étaient moindres. C'est ensuite qu'est venue cette accusation des Russes comme quoi c'était une frappe ukrainienne. Alors là aussi, on voit une certaine confusion dans le message que les Russes essayent de transmettre.